Bonsoir mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous accordez à la radio-télévision nationale congolaise, surtout à ce magazine Kivu Nabiso. Aujourd'hui et ce soir, ce sera pour 45 minutes d'échange avec les invités que je vais vous présenter dans quelques minutes. Nous parlons de Kivu Nabiso, c'est cette partie de la République démocratique du Congo qui connaît des difficultés depuis plus de 30 ans, un vouloir du Rwanda qui perturbe la sécurité et la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces magazines donc, c'est pour rassurer et assurer que cette partie est bien donc la République démocratique du Congo et les populations qui vivent sous cette partie ne sont pas autre chose que des Congolais. Pour parler ce soir, ce sera la crise humanitaire. Cette crise qui est amplifiée par les récents affrontements qui ont atteint la ville d'Ouvira. Nous allons parler de la réponse appropriée à cette crise humanitaire. Et pour ce faire, nous avons trois invités sur ce plateau. Je vais commencer avec Christos Mukendi. Bonsoir Christos. Bonsoir mon frère Eddy et bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent. Nous avons Jean Bosco Moemeri, que je vais saluer. Bonsoir Jean Bosco. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et à ma gauche, nous avons Fernando Cana, qui a déjà été avec nous une fois. Bonsoir Fernando. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous les spectateurs. Je disais que nous allons parler de la réponse appropriée, en tout cas la réponse à la crise humanitaire. Dans tous les sens, le gouvernement de la République se mobilise, mais il y a aussi les partenaires qui se mobilisent. On apporte la voix de la République démocratique du Congo, on la fait entendre partout où il faut qu'elle s'entende, mais je voudrais bien que nos invités nous disent en liminaire ce qu'ils sont exactement en 30 secondes. Fernando Cana. Merci, je suis M. Fernando Cana. Je suis acteur de la société civile, membre du comité de crise de la société civile en RDC. Je suis également spécialiste dans les conflits armés dans l'exploitation minière artisanale. Merci Fernando. Oui. Et Jean Bosco? Je m'appelle Jean Bosco Moemeri, je suis le président provincial des ONG des droits de l'homme du Sud Kivu. Je suis en déplacement ici à Kinshasa. Je suis aussi membre du comité de crise pour la paix et la sécurité des organisations de la société civile congolaise. Vous avez appris qu'au Sud Kivu, on a tué un pasteur. Chaque jour qui passe, on tue, surtout depuis ces derniers temps, depuis que la stratégie de l'occupant est de créer la terreur et la confusion de manière à faire l'impression que la communauté congolaise de l'espace occupé a besoin de sa présence plutôt que de son absence. Voilà, donc nous y reviendrons, mais aujourd'hui, la question est la réponse humanitaire qu'il faut. Et bon, Christos, il faudrait qu'on dise aussi quelque chose sur toi-même, non? Oui, merci Eddy. Donc, je suis Christian Christos Mukendi, président de CPG, Congo Prospère et Grand, qui est une plateforme politique et citoyenne qui milite pour la restauration de la dignité de notre peuple à travers l'engagement patriotique, notamment de sa jeunesse. Donc, en quelques mots, c'est ce qu'on peut retenir. Voilà, c'est intéressant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons aller à Strasbourg où les eurodéputés se réunissaient. Il y a eu quelques interventions que nous estimons nécessaires de partager avec vous, nos invités, mais aussi avec nos téléspectateurs pour que nous contextualisons le cadre de ce magazine, en tout cas le magazine de ce soir. Nous allons prendre un extrait du vice-premier ministre de l'Intérieur qui intervenait par visioconférence à cette réunion des eurodéputés à Strasbourg. Et à côté de lui, il y a eu l'ambassadeur burundais qui est aussi intervenu dans le cadre de cette réponse humanitaire. Profondément attristé de devoir convoquer une nouvelle réunion sur la situation humanitaire dramatique, les violences, les massacres et les viols de masse dans l'est de la RDC. Il y a seulement quelques jours, la ville d'Ouvira est tombée entre les mains du mouvement M23 soutenu par le Rwanda. En outre, des rapports crédibles font état de recours accru à des drones suicides et à artillerie tant que par le M23 que par le Rwanda, y compris des frappes en direction du Burundi. Ainsi,
Loin d'une marche vers la paix, le Rwanda entraîne la région vers davantage d'instabilité et de guerre. Nous devons agir maintenant pour redonner l'espoir à une population qui souffre depuis des décennies. Ce mécanisme de sanction doit être accompagné de mesures de suspension de l'aide internationale et de calendrier garantissant sans délai la mise en œuvre effective des prescriptions de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Il s'agit du seul langage que comprennent les dictateurs qui, faute d'être amenés à rendre des comptes devant la justice nationale ou internationale, seront jugés par le tribunal de l'histoire. On va maintenant écouter, je vais maintenant donner la parole au monsieur le ministre Shibani, qui est au Congo pour l'instant. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour 10 minutes. Je prends la parole ici non seulement pour vous dire merci, vous remercier de cette solidarité, mais vous faire savoir que nous avons besoin de davantage de cela. Nous avons besoin de plus que cela pour mettre fin à cette ignominie. Car la situation ne fait que se dégrader dans l'est de la République démocratique du Congo, dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Une dégradation profonde et systématique de la situation sécuritaire et humanitaire, mais aussi du cadre administratif qui était organisé dans ces deux provinces, et cela par l'implication principale des groupes armés du M23 AFC, appuyés et organisés par l'armée rwandaise qui occupe nos territoires. Les informations en notre possession ont fait état d'environ 21 994 victimes documentées, avec en dernière date ici 5 917 personnes victimes d'un massacre, 2499 assassinats et exécutions, sans compter les enlèvements et les recrutements forcés dont sont victimes les enfants et les jeunes gens. Nous sommes arrivés à documenter jusqu'à 5062 cas de viols sexuels auxquels sont victimes les femmes et les jeunes filles. Ici, nous notons aussi les situations de déplacement forcé et de transplantation de populations étrangères. C'est le cas dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, dans plusieurs territoires où des populations étrangères sont transplantées après que les affres des armes ont par la violence fait fuir les populations autochtones. Les massacres de population, 91 personnes ont trouvé la mort, même dans les hôpitaux. Ils sont allés poursuivre les gens jusque dans les hôpitaux en les accusant d'être des soldats blessés, et ils les ont massacrés. Il y a eu même une noyade causée par les actes des forces armées sur le lac Tanganyika. Et tout ça sont des situations extrêmement inquiétantes pour nous. Nous avons constaté aussi dans la ville d'Uvira des actes de pillage dans les entrepôts de l'agence de douane, et tous ces pillages, tout ce matériel et ces véhicules pillés ont pris la direction malheureusement de la frontière du Rwanda. C'est une vérité. La crise ne concerne plus seulement le territoire congolais, c'est une crise sous-régionale. Et c'est ici pour nous l'occasion de demander au Parlement européen, à la communauté internationale, d'aller au-delà des actes qu'elle a toujours posés. Les condamnations ne suffisent pas pour arrêter cette ignominie. Ce n'est qu'à travers des sanctions et des mesures de sanctions ciblées concernant non seulement les États, mais les personnes qui sont à la tête de cette ignominie, que nous arriverons à les faire reculer et à faire appliquer les différents accords que vous avez cités, qui pour la plupart trouvent solution à cette injustice, à ces incompréhensions.
qui ont fait l'objet de plusieurs débats, de plusieurs discussions. La problématique est pleinement connue et elle est connue de tout le monde. Je crois que le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec le président Félix Tshisekedi, a fait d'énormes efforts pour que cette problématique soit connue de tous. Aujourd'hui, nul n'ignore quelles sont les causes profondes de cette guerre et quels sont les groupes antagonistes et quelles sont les solutions. Cher eurodéputé, le Burundi tient fermement à souligner que l'aggravation de la situation sécuritaire de la RDC menace non seulement la paix et la stabilité locale, mais aussi pose un défi du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique, la souveraineté et l'indépendance de la nation et rejette catégoriquement les guerres par procuration. C'est dommage que les de la RDC a toujours été victime des crises répétitives alimentées par des intérêts étrangers qui sont préparés au Rwanda. Madame la Présidente, les rapports des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC clarifient bien les dynamiques de ce conflit et pointent du doigt les auteurs du chaos qui sévit de la RDC. Pourquoi cette impunité? Vous avez été pris des accords, violés, plus de 10, mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. En outre, Madame la Présidente, suite à cette escalade sanglante, le Burundi informe l'opinion tant nationale qu'internationale qui se réserve le droit d'une légitime défense. Ainsi, si rien n'est fait par la communauté internationale, la guerre à l'est de la RDC se régionalise, ce qui va traduire votre précédent thème de notre dernière rencontre le 13 février, ici même à Strasbourg, c'était le 13 février 2025, qui était libéré ainsi, je cite, le risque de la régionalisation du conflit en RDC. C'était le thème que vous aviez proposé, Madame la Présidente. Face à cette situation déplorable, la communauté internationale en général, je vais vers la fait, et en particulier l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, le Conseil des Nations Unies, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Pologne, la Turquie et les autres partenaires des Jeux de Grand Lac devraient prendre sans délai les mesures adéquates et suffisantes pour arrêter cette stratégie. En voici quelques propositions. Primo, exiger le respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, des accords signés à Washington et à Doha par l'imposition des sanctions ci-après, par exemple. Primo, retrait immédiat de l'armée rwandaise et du sol congolais, conformément à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Deuxièmement, couper toute aide directe et non humanitaire au gouvernement rwandais. Décréter un embargo sur les armes à destination du Rwanda. Les sanctions économiques par la suppression des appuis de toutes sortes de la suspension du système bancaire SWIFT aux institutions bancaires du Rwanda impliquées dans la vente des minerais de sang. Prendre des sanctions diplomatiques et économiques contre les proches du président Kagame et des principaux responsables du régime et de l'armée. Par exemple, interdiction de voyage, blocage de leurs comptes bancaires dans les pays, interdiction des activités de la méga-société prénommée Cristal Venteuse. Vous la connaissez très bien, il faut être. Les sanctions sur la vente des minerais de sang, etc. Déterrer sans délai le rapport au mapping qui a été mis en veilleuse et mettre en œuvre ses recommandations. Accorder la priorité et la création d'un tribunal spécial de l'ONU qui devra juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, voire de génocide commis en République démocratique du Congo depuis 1996. Soutenir les autorités de la RDC à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire en appuyant financièrement et militairement. Intensifier les appuis aux populations civiles et aux déplacés de guerre se trouvant au Burundi et en RDC pour subvenir aux besoins de base avec une attention particulière aux femmes. Donc, vous avez suivi avec nous ces interventions, différentes qui vont pratiquement dans le même sens. Jean Bosco Mouemeri, vous êtes de la société civile. Après avoir suivi ces différentes déclarations, vous êtes citoyen, vous êtes à Bukavu. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous faites la lecture de ces différentes interventions? Ok. Bon, d'abord, je félicite l'intervention de notre ministre, tel qu'il a présenté la situation. Je remarque aussi que le Burundi a mis les clous, parce qu'effectivement, il était temps qu'on commence à parler à la fois de la guerre, des affrontements et consorts, mais aussi à la fois
des conséquences qui sont en train d'être provoquées par les affrontements, notamment la crise humanitaire aiguë qui sévit. Et on sent comme si l'appareil, la machine humanitaire n'est pas en train de suivre, alors que la souffrance humaine, elle est atroce partout là où il y a des déplacements, que ce soit en dehors du pays, les réfugiés congolais qui fuient le pays, mais aussi à l'intérieur de leur propre pays, tous ces déplacés, au-delà de 7 millions déjà. Les Nations Unies parlaient de 6 millions l'année passée, mais aujourd'hui, avec les 500 000 qui ont fui Ouvira, les 400 000 qui ont fui Bukavu, les 200 000 autres qui avaient quitté Goma, nous sommes au-delà des 8 millions de déplacés. Et quand on regarde l'action humanitaire telle qu'elle est donnée, on sent qu'il y a vraiment un besoin très, très prononcé et il manque de réponses humanitaires. Et là, ça fait que même les agresseurs n'ont pas de problème de conscience. Ils ont l'impression qu'ils ont la licence d'en créer davantage. Remarquez que depuis qu'on leur a demandé de quitter Ouvira, maintenant ils ont intensifié les occasions de massacre. Ils tuent des gens. Vous parliez tout à l'heure là du pasteur qui était tué dans des manœuvres qu'ils sont en train d'organiser avec des simulations d'attaques des faux Azalendo dans la ville. Et ils simulent des massacres. Toute la soirée d'hier, Bukavu était sous les feux, ça tirait de partout. Et il y a des morts un peu partout, des blessés, mais aussi ils ont repris avec des enlèvements. Parce qu'il y a même notre collègue Deo Bouma, je le salue, qui a été enlevé. Et maintenant on soupçonne qu'il serait dans les geôles de l'ANR, ou du moins de leur service de renseignement. Ce n'est pas l'ANR, bon, je ne sais pas comment ils appellent leur truc. Voilà, c'est donc un problème. Il faudrait que, au même moment qu'on est en train de voir les stratégies pour arrêter les armes, qu'on regarde aussi les stratégies pour apporter de l'assistance humanitaire aux victimes de la guerre. Christos, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça coince un peu? Il y a eu une réunion humanitaire à Paris, des décisions ont été prises, la réouverture de l'aéroport de Goma par exemple, mais jusque-là, ça semble n'est pas vite évolué. Le problème se pose à quel niveau, de votre point de vue? En tout cas, le problème se pose au niveau du manque de coercition. Parce que comme vous le savez, il n'y a pas un plus grand acte que la R2773 et la résolution des Nations Unies de février, qui en principe devrait faire plier tout le monde. Mais depuis que nous avons cette résolution-là, qui a nommément cité le Rwanda comme ayant ses troupes sur le sol congolais, comme soutenant ces supplétifs de la FCM 23 et comme étant auteur intellectuel et complice de cette catastrophe humanitaire que connaît la région des Grands Lacs et principalement dans sa partie congolaise, et d'être responsable de l'embrasement que risque de connaître cette région avec l'internationalisation du conflit, de la guerre. Mais depuis lors, il n'y a pas eu d'action. Mais c'est lorsque nous avons vu les États-Unis, nous avons vu le Qatar se mobiliser, avec des leviers notamment économiques, en brandissant notamment la menace des sanctions, donc bref, avec la coercition, nous avons vu les lignes bouger. Même si ça n'avance pas au rythme que nous aimerions, parce que comme on l'a rappelé ici, ceux qui meurent, ceux qui souffrent chaque jour, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. La guerre se passe chez nous, et donc nous sommes dans la plus grande urgence de pouvoir terminer cette guerre. Mais en même temps que nous voulons la finir, nous voulons bien la finir. Et c'est comme ça que nous ne mélangeons pas urgence et précipitation, pour ne pas faire comme par le passé, où vous avez une paix factice,
mais qui après, et après vous avez la résurgence de la guerre avec les catastrophes. Donc ce qui bloque à mon avis, c'est ces manques-là de coercition. Le Parlement européen est dans une forme de paradoxe où en même temps nous dénonçons le Rwanda, mais en même temps nous soutenons, nous apportons une aide à ces mêmes Rwandais tout en disant que le Rwanda viole les résolutions, que le Rwanda fait ci, que le Rwanda fait ça. Et donc c'est à ces niveaux-là. Et pour finir, lorsque vous suivez les interventions de tout un chacun, vous comprenez que les gens nous rejoignent maintenant. Même la dame qui a parlé avant notre ministre, je ne connais pas sa qualité. Vous suivrez beaucoup de héros députés qui prennent la parole, notamment pour parler de la situation dans notre pays. Ils insistent sur la nécessité maintenant de joindre l'acte à la parole. C'est-à-dire d'imposer une forme de coercition au Rwanda, d'ostraciser le régime criminel du FPR qui règne par le sang et la terreur sur le peuple frère rwandais pour le neutraliser et pouvoir le contraindre à aller dans la direction de la paix qui est dans l'intérêt de tous, y compris du peuple rwandais, mais pas du régime de Paul Kagame. De Paul Kagame. Fernando Nkana, vous êtes vous aussi de la société civile. Il y a des organisations traditionnelles d'aide aux réfugiés qui évaluent le besoin en termes de financement, en termes de milliards. Mais apparemment, on ne se mobilise pas à l'international comme il se devait d'apparence. Et quand vous joignez à cela les propos du président rwandais, qui minimise carrément le désastre humanitaire en République démocratique du Congo, il pense que ce n'est pas autant grave que le gouvernement de la RDC présente la situation. Est-ce que vous pensez qu'avec un mindset comme celui de Kagame en ce moment, qui minimise ces morts, qui minimise cette crise humanitaire, et apparemment cette attitude nonchalante de ceux qui doivent financer la réponse à cette crise humanitaire, est-ce que vous voyez le bout du tunnel pour ces peuples des sitôt? Merci beaucoup. D'emblée, je dirais que l'humanitaire, c'est de sauver rapidement. Il faut sauver les vies humaines. J'ai plus de 35 ans que je travaille dans l'humanitaire. J'ai participé, en fait, j'ai assisté dans toutes les crises depuis 1994. J'ai été dans plusieurs clusters. Nous sommes en fait dans plusieurs clusters. Donc le monde humanitaire est bien organisé par rapport aux réponses. Et il y a tous les services en fait. Mais il ne faut pas que nous puissions rêver. Le monde humanitaire dépend des bailleurs de fonds. D'abord à ce stade ici, nous sommes vers la fin de l'année. Nous sommes en train d'observer que beaucoup de pays sont en train de faire des budgétisations. Ils vont finir peut-être au mois de février, mars, pour décider sur les priorités de coopération, la coopération internationale. Laissez-moi vous dire que depuis la crise de l'Ukraine, l'intervention pour notre pays a baissé. Et au Tchad, à chaque fois, c'est lamenté. On est autour de quelque chose de 20-30% par rapport aux besoins exprimés par OCHA. Deuxième élément, il ne faut pas qu'on se trompe. Lorsqu'il y a une crise humanitaire, on n'intervient pas. Il faut qu'on fasse des évaluations. D'abord, on n'a pas encore commencé la phase d'évaluation. Donc les équipes ont largué sur le terrain pour évaluer les besoins et ça prend du temps. Mais entre-temps, les gens sont en train de souffrir et mourir. Il faut d'abord, nous avons deux catégories de population en désastre. Nous avons d'abord les déplacés internes. C'est là, pour Ouvira. Quand on a attaqué, ils ont pris la route vers Fizi, en fait, Makobola, Suima, Baraka. Mais après encore, ils ont entendu que Makobola était déjà menacé. D'autres ont pris des pirogues pour aller en Tanzanie, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont restés sont encore des déplacés internes et le nombre augmente de plus en plus, comme on est en train de parler en millions. Le Burundi est débordé aujourd'hui. Le pays frère et ami, le seul pays que je vais dire véritable, fidèle, frère et ami, c'est le Burundi. Il est débordé. Il a accueilli la première vague lorsque Bukavu et Goma est tombé. Il est en milliers.
Donc on a réussi à les installer dans les camps, très loin, à plus de 300-400 km de Bujumbura. Au moins, c'est là où on trouvait l'assistance. Mais la deuxième vague ici, ils n'ont pas encore l'assistance, même pas l'installation dans les camps. Ils étaient dans les camps de transit au Burundi. Ils sont encore dans les camps de transit, sans abri. La première intervention, c'est l'abri d'abord qu'il faut donner aux réfugiés déplacés. Il faut qu'ils aient d'abord l'abri parce qu'il y a toutes les sortes d'intempéries. Nous sommes pendant la saison de pluie et leur survie est menacée. Il y a au niveau du monde humanitaire un cluster qu'on appelle abri. D'abord, les patrons ou alors les leaders de ces clusters, c'est l'ACR lui-même qui est le leader. C'est-à-dire, quels sont les abris qu'il faut donner? Il faut fournir les sheeting et même une assistance technique, comment, n'est-ce pas, on peut construire un petit truc pour qu'on s'abrite. Imaginez-vous que ce sont des mamans, des enfants, même des bébés qui ont effectué de longs trajets pour arriver à traverser, pour un peu se sécuriser. Mais laissez-moi vous dire une chose. Qui provoque la crise humanitaire? Nous le savons. Pourquoi il provoque la crise humanitaire? Parce que les Rwandais, dans leur stratégie, il faut bombarder. Et on a bombardé les civils, Taroulé, Sang, ainsi de suite. Ça crée la panique auprès de la population. Il faut que la population fouille. Mais en fouillant, il y a des équipes restreintes, pas des brigades, mais des équipes restreintes, qui fouillent avec la population comme des infiltrés. Ce n'est pas un hasard, il faut bombarder. Ils ont bombardé, il y a eu plus de 400 personnes qui ont été tuées sur la plaine de la Ruzizi, dans la plaine de la Ruzizi, pardon, qui ont été tués. Mais entre-temps, ce sont eux qui profitent, ils ont créé la panique, la terreur, et la population fouillait. Mais en fouillant, ils savent comment s'infiltrer, occuper les maisons de personnes qui ont fui. Ils s'installent là-bas. Ou alors, à ce moment-là, des autres fouillent avec la population pour s'infiltrer. Et entre-temps, ils peuvent même poser certaines bombes. Continuer, oui. N'est-ce pas? Pendant que la force armée est en train de combattre là-bas, ils attendent derrière eux. Il y a des détonations. Après, ils disent, mais c'est derrière nous, nous sommes déjà encerclés. Donc, je salue le gouvernement de la République démocratique du Congo avec tous les efforts parce que la responsabilité humanitaire, première intervention doit être le gouvernement. Oui, Fernando, avant de parler de l'intervention du gouvernement, nous allons d'abord suivre cet élément parce qu'à l'interne, justement, il y a une mobilisation. Le FONAREV a fait une première intervention. Nous allons suivre cet élément et ensuite nous allons rappeler cette responsabilité du gouvernement dans la prise en charge de ces déplacés et de la réponse qui doit être donnée à cette crise humanitaire. Non seulement avec le financement que le fonds a octroyé, les partenaires ont dit qu'il n'y a plus de décès, que ce soit des femmes enceintes, il n'y a plus de décès vraiment sur les sites. Et ça, c'est quelque chose de très impactant. Les enfants, vous avez vu les images que les enfants dessinent pour exprimer leurs émotions. Ils sont en train de... Qui redonne un peu de sourire à ces enfants en détresse. L'intervention de FONAREV est à soutenir. Mais comment vous réagissez, Jean-Bosco Mouemeri, quand on voit qu'il y a quand même des organisations de la République démocratique du Congo qui vont à la rescousse des populations en détresse? Je souhaiterais d'abord dire une chose. Le monde n'est pas surpris. Et donc, tout est prévu. Le devoir de protéger est un devoir qui est connu, réglementé, et ça relève de la solidarité internationale, et c'est ce qui définit d'ailleurs les droits d'ingérence humanitaire. Les dépositaires des principes directeurs de l'assistance aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, c'est le Comité international de la Croix-Rouge. Donc, toutes nos populations là-bas, avant que les gouvernements n'interviennent,
La Croix-Rouge a l'obligation internationale de leur apporter l'eau, l'hygiène, assainissement des milliers d'accueils, abris provisoires, là où ils sont partis. Pour ceux qui ont quitté la frontière et ceux qui tombent dans les tableaux d'apatridie, c'est lui qui a l'obligation internationale, les dépositaires, de se devoir de protéger, c'est le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Maintenant, ce sont les pays contributeurs qui financent. Néanmoins, tout le monde sait que dans le premier temps de crise, les populations sont prises en charge souvent par les voisins, les milliers d'accueils en cours de route. Les populations qui les accueillent. Mais au 4e jour, 5e jour, il n'y a pas d'excuse pour le protecteur. Il doit être là pour apporter le premier secours. Le premier secours ne sera pas proportionnel à la quantité idéale, mais le HCR n'a aucune excuse que parce qu'il s'agit des Congolais qui sont au Burundi, on n'a rien. Que les CICR disent on n'avait pas prévu dans nos budgets. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que c'est des choses qui sont prévues comme ça. Alors, le problème maintenant, c'est la responsabilité souveraine des États. Vous avez votre population qui est frappée. Vous n'avez pas à attendre la communauté internationale pour réagir. Le premier devoir, la première responsabilité que vous avez, c'est de les suivre partout où ils sont pour leur apporter secours. Et donc, FONAREV a donné les moyens à certaines agences des Nations Unies, chacune selon son mandat, pour intervenir dans les sites des réfugiés congolais qui sont à Bujumbura, parmi lesquels il y a ceux qui ont apporté les activités ludiques, justement, pour, j'imagine, détraumatiser, ainsi de suite. Bon, mais tout le monde le sait que le besoin urgent, c'est l'alimentaire, c'est l'habit, c'est la santé, c'est tout ça qui fait un paquet pour lequel, selon leurs responsabilités, ils peuvent se partager en fonction, justement, de la coordination humanitaire gérée par OCHA, où, effectivement, ils s'organisent dans les clusters et ils se répartissent les responsabilités en fonction de ceux qui sont financés, ceux qui ont les moyens. Mais je me dis que depuis que les réfugiés sont à Bujumbura, ça fera quand même presque une année. Donc, il n'y a pas d'excuse pour qu'aujourd'hui, les Congolais subissent une sorte d'insensibilité internationale et qu'on voit qu'il n'y a presque rien. Au Congo, ça fait presque 4 ans, depuis qu'on parle des millions de déplacés. Bon, on a vu certaines organisations internationales, à Fizi, partout pour chercher là où ils sont, mais en termes vraiment d'ingénierie humanitaire, on sent que c'est du bricolage, il n'y a presque rien. Bien sûr, c'est tombé aussi au moment où les États-Unis ont réduit drastiquement leur apport dans la participation humanitaire internationale. Mais je me dis quand même que le Congo devrait aussi mobiliser tous ses partenaires pour que leur voix pèse aux Nations Unies de manière à ce que autant on amène de l'aide en Ukraine, à Gaza, à Palestine, qu'on amène aussi au Congo un peu d'aide. Un peu d'aide, Christos. Vous pensez que c'est la voie de la RDC? Vous vous félicitez tout à l'heure que la République démocratique du Congo a de plus en plus de relais à l'international qui diffusent les messages de la RDC, notamment les députés, les eurodéputés que nous avons suivis tout à l'heure. Comment vous expliquez que sur la question humanitaire, nous ne réussissions pas jusqu'à ce moment de mobiliser un peu plus des donateurs pour apporter réponse à cette crise humanitaire? Cher Eddy, j'aimerais d'abord préciser quelque chose avec humilité de me tromper.
Dans votre présentation du FONAREV, et je l'entends souvent, je le vois aussi parfois dans la manière de communiquer, on donne l'impression que le FONAREV est une ONG privée. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'État. Non, mais donc, pas du tout. Exactement. Donc, et justement. Et donc, dans cette initiative du FONAREV, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il n'y a pas la main de l'État. C'est un fonds national. C'est financé par l'argent du contribuable congolais pour apporter une réponse de solidarité nationale envers nos frères et sœurs, enfin, qui sont victimes de Absolument vrai, oui. Et donc, ici, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est important de souligner l'apport qu'a le gouvernement, ce qu'apporte le gouvernement congolais comme réponse à la crise humanitaire. C'est les autres ne viendront que s'égreffer à notre stratégie pour apporter cette réponse-là, parce que les Moukouboua tout à l'heure parlaient notamment de l'évaluation de besoins. Et cette évaluation-là ne peut se faire d'abord en amont que par nous-mêmes, qui sommes touchés par cela. Nous savons ce qui nous a plongé dans ceci et comment nous allons sortir de cette situation-là et quelles réponses nous déjà nous apportons au niveau national, et les autres ne viennent que se rajouter à cela. Et donc je salue cette initiative du gouvernement à travers le FONAREV, et même si j'aimerais voir encore davantage le ministère des Affaires sociales être sur terrain et très visible dans cette réponse, parce qu'il en va aussi de ses prérogatives en tant que portefeuille de l'État, et plus globalement tous les Congolais. Je pense que pendant la Covid, ou si je ne me trompe pas, le chef de l'État avait mis en place une caisse de solidarité pour venir en aide à tous ceux-là qui étaient en difficulté. Il faudrait qu'il y ait ce genre d'initiative où on sent que nous-mêmes, en tant que Congolais, nous sommes émus par ce qui arrive à nos frères, et cette émotion ne se limite pas par des slogans, par des paroles, mais nous joignons l'acte à la parole. Et donc, on fait de collectes, il y a des campagnes où on implique même les enfants. C'est-à-dire le petit 1000 francs que papa donne pour aller manger, et tu prends un 200 francs, tu mets de côté, et il sait qu'il y a d'autres enfants comme moi qui sont privés d'éducation, qui sont privés d'instruction, et cela est dû au fait que, d'une part, il y a un voisin véreux qui, depuis 30 ans, fait ceci, fait cela, mais aussi parce que depuis 30 ans, nos responsables politiques, lorsque cela est arrivé, n'avaient pas pu faire ce qu'il fallait faire pour que nous, aujourd'hui, nous ne connaissions pas le même problème, parce que nous connaissons le joueur et son jeu. Mais s'ils continuent à nous duper aujourd'hui, c'est parce que hier, on n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire. Et c'est une façon de mobiliser la nation, et surtout les plus jeunes, pour qu'ils se sentent plus concernés dans ce qui arrive, dans leur propre chair, et qu'ils soient dans des dispositions qui permettent à ce que, dans l'avenir, que cela n'en arrive plus, et qu'il soit des obstacles pour cette ignominie, comme vous l'appeliez, pour que nous ne vivions plus cette infamie. Et donc, la communauté internationale, comme je l'ai dit, elle a ses intérêts, elle a ses priorités, qui ne sont pas forcément les nôtres. Et donc, le plus important, c'est qu'eux sentent que nous sommes déterminés par rapport à cela. Vous voyez, sur la question notamment du dialogue pour aboutir à un accord de paix, le Rwanda nous a tourné en bourrique. Et je dis toujours, ce n'est pas un processus de paix, mais c'est un processus de pacification que le chef de l'État a commencé depuis 2019. La guerre n'était pas dans la forme actuelle, mais il savait que c'était une paix factice, et il a entamé le dialogue avec les voisins pour mettre en place une coopération aussi bien sécuritaire qu'économique, parce que c'est ça qui va donner de perspectives à nos plus jeunes et permettre à ce que nous ayons une paix durable. Mais le Rwanda nous a dupés sur ces terrains-là. Et lorsque nous avons eu les accords de Luanda, le Rwanda nous a dupés. Que ce soit à Nairobi, il a instrumentalisé le M23 pour venir prendre les armes et venir nous attaquer. Et donc, bref, dans tout ça, nous avons pu montrer notre volonté. Et aujourd'hui, vous avez vu, nous avons cet accord-là. Parce que les autres sont venus s'est greffé à ce que nous faisions déjà au niveau local. Et il faudrait que pour cette affaire humanitaire, que nous prenions, que nous dévancions suffisamment. Nous savons que l'État a beaucoup de difficultés, notamment à mobiliser les fonds, et surtout qu'une bonne partie du pays nous a été arrachée, où nous pouvions capter des ressources. Mais il est important que nous puissions mettre
plus en avant ce que nous faisons, comment nous les faisons, et les autres viendront parce que ces ONG-là, ne vous en faites pas, eux aussi, ils ont besoin de l'argent des philanthropes, des donateurs, et ils cherchent où ils vont aller les dépenser parce qu'ils se retrouvent aussi là derrière. Voilà, donc il faut saluer cette démarche du gouvernement de la République. Il faut quand même dire à notre population que la question de la prise en charge des questions humanitaires est davantage plus professionnalisée par le gouvernement de la République il y a quelques années, ce qui augmente d'ailleurs les crédits à l'international et est un moyen justement de mobiliser davantage de ressources sur cette question. Je vais arriver à vous, Fernando Nkana, mais avant, je voudrais que nous allions au gouvernement provincial du Sud Kivu et la fondation Lona pour voir quel type d'intervention ils ont eu à avoir dans cette partie du pays, toujours en rapport avec cette question de répondre à la crise humanitaire. Une province touchée par la guerre du M23 soutenue par le Rwanda ayant causé les déplacements des milliers de Congolais au Burundi s'est rendu au camp des réfugiés de Bikinga dans la province de Bahumuza au Burundi ce lundi 22 décembre 2025 dans une visite de compassion, de réconfort et d'espoir. Le gouverneur du Sud Kivu y était accompagné par une délégation de la fondation Denise Nyakeo Tshisekedi, distinguée première dame de la République démocratique du Congo, venue aussi apporter son assistance à ses compatriotes en détresse. Au camp Bikinga, le gouverneur a été accueilli par ces milliers de Congolais et Congolaises ayant fui la guerre qui, au-delà de l'assistance humanitaire, demandent le retour de la paix afin qu'ils retournent chez eux. Dans son message de compassion et de réconfort, le gouverneur Jean-Jacques Poroussi a rassuré ses compatriotes qu'ils vont retourner chez eux très bientôt car cette guerre injuste est presque terminée. Venu ici dans la commune de Ruyigi, pas loin de Gitega, environ 170 km depuis Bujumbura, aller 170 retour. Nous sommes venus pour voir nos frères et sœurs réfugiés qui ont fui par la guerre nous menée par l'AFC M23 appuyée par le Rwanda. Nous avons plus de 400 000 réfugiés citoyens congolais du Sud Kivu, plus précisément de la plaine de la Ruzizi, c'est-à-dire Kiliba, Sange, Kamanyola, Luberizi, Uvira, qui ont fui par là. Et donc ils sont arrivés ici au Burundi. Nous sommes venus leur rendre visite et accompagner la fondation Denise Nyakeru, que nous remercions sincèrement, qui a amené de l'aide humanitaire. Et ici, nous sommes venus aussi apporter l'aide humanitaire de la province du Sud Kivu, combinée pour compléter celle la plus importante de Madame Denise Nyakeru, notre première dame. Et nous remercions sincèrement le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Nous remercions le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC. Nous remercions très sincèrement la première dame, Denise Nyakeru, et toute la population d'ici à Ruyigi qui a accueilli nos frères et sœurs. Et nous disons ici que bientôt, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de réussir un montage diplomatique extraordinaire et que nous allons rentrer bientôt. Le gouverneur du Sud Kivu n'y est pas allé main vide. Aux Congolais réfugiés au camp Bikinga, au nom du gouvernement provincial du Sud Kivu, il a apporté une assistance en vivres de 15 tonnes de farine dont la première cargaison est arrivée ce lundi même au camp de Bikinga. Une quantité renforcée par les dons de la fondation Denise Nyakeru qui a aussi apporté une assistance consistante. Un geste qui a été apprécié par les bénéficiaires, ces Congolais et Congolaises obligés de vivre dans les camps des réfugiés à cause de la barbarie du M23 soutenu par le Rwanda. Gouverneur ya kwanza mina mfelicite na mpongeza kwa ipa yenye alitoka paka hapa kukia tuona vraiment alijitahidi. Tunamfelicite sana. Ndaweza kwanza mpatia felicitation kuyenye iko nafanya. Ndio ndaweza kwanza mpatia. Naangalie juu akuwe na nguvu. Nguvu ikikuwa atuendelee kutuongeza na kutusaidia kusudi magumu iishe. Les compatriotes vivant dans ces camps ont remercié le gouverneur pour sa proximité, même pendant cette période où la province fait face à une incertitude sécuritaire. Le professeur Fernando Nkana, les images montrent cette population
en extase. Le fait seulement d'avoir vu le gouverneur sur place, ça remotive, ça donne de l'espoir. Mais est-ce que vous ne pensez pas que d'autres organisations de la République démocratique du Congo, publiques ou privées, devraient participer à cette mobilisation pour venir en aide, ne serait-ce que dans les minimums possibles, à cette population en détresse? Merci. Donc, ça doit être des efforts de tout le monde. Ça doit être une conjugaison donc, de tous les acteurs, des gouvernements, des ONG internationales, des ONG locales ou nationales, qui doivent se pencher sur la question parce que la crise est très grande. Elle dépasse même la crise de la Palestine, de l'Ukraine, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que l'Europe a réduit son assistance en RDC ou en Afrique depuis la crise de l'Ukraine. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc, aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne réfléchit sur les priorités de l'Ukraine afin de faire face à la Russie. Donc, de ce côté, nous ne pouvons pas espérer beaucoup. Et donc, d'abord, le gouvernement doit mettre en place toutes les stratégies et les moyens pour faire face à les premières interventions humanitaires, aux premières urgences. Quant aux organisations nationales, elles sont nombreuses, mais sont devenues, elles sont affaiblies parce que vous pouvez vous imaginer, j'ai géré une organisation il y a 35 ans. Nous n'avons jamais reçu, même pas un jour de l'assistance du gouvernement. Donc ce sont des ONG affaiblies. Et lorsqu'il y a la course vers le financement, les ONG hollandaises financent, le gouvernement hollandais finance en priorité d'abord les ONG hollandaises, le gouvernement américain finance en priorité les ONG américaines, et nous, les ONG ou nationales congolaises sont derrière à la course, même pas comme des sous-traitants. Et pourtant, ce sont eux qui maîtrisent le contexte, maîtrisent le terrain, et ils sont disposés à travailler même dans les conditions sécuritaires, parce que les autres là, chaque fois ils disent oh, conditions sécures. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dépasser tel kilomètre pour arriver là-bas. J'ai aimé, de toutes les manières, le gouvernement burundais hier, les ministres, je pense après ce passage-là, de la fondation Nyakero, que je félicite, et que il y a beaucoup de fondations ici, tous les politiciens ici qui nous ont brillé pendant la période électorale avec les fondations. Chacun a sa fondation dans la poche. Mais c'est pour faire quoi? C'est maintenant. La générosité, nous devons manifester notre générosité. Moi, ici, mon organisation doit faire partie d'une mission d'évaluation dans le cadre de la santé de la reproduction, les violences sexuelles. Mais on est en hésitation parce que les questions sécuritaires ne sont pas encore garanties, mais j'ai participé en ligne à la réunion et donc il doit y avoir la première mission qui doit aller la chose. Donc c'est chacun qui doit mettre la main dans la pâte. Nos frères politiciens qui ont les moyens peuvent nous aider aussi avec leurs fondations, comme nous venons de voir la fondation Nyakero, ainsi de suite. C'est en synchronisant avec le gouvernement. Parce que je suis en train de vous dire que ce n'est pas demain qu'il y aura l'intervention humanitaire. Je connais comment ça fonctionne. Il faut lancer l'appel, les besoins. L'OCHA lance l'appel. Mais le gouvernement qui finance les bailleurs de fonds, ce n'est pas ces ONG humanitaires. Nous sommes tous dans la course pour avoir ce financement avec eux, bien qu'ils ont le privilège d'être blancs, ainsi de suite. C'est lorsque les fonds, ils ont ce que nous appelons les fonds humanitaires. Il a lancé l'appel, les besoins humanitaires, après qu'il y ait des évaluations. Quels sont les besoins? Vous savez, les corridors, là, ou les littorales sur la lac Tanganyika, n'est-ce pas? C'est un grand foyer de choléra. OK? Les problèmes, vous venez de voir les camps, là, comment les problèmes d'abri se posent encore. Vous avez vu, vous avez vu les images. Les enfants se sont déplacés. Ils avaient quitté leurs écoles. Le problème d'éducation va se poser. Ainsi de suite. Mais, en attendant, lorsque ça fonctionnait normalement, chaque organisation avait le plan, d'abord des moyens de contingence et le plan de contingence. On devrait déjà, depuis qu'on était en train de parler, la chute de Goma, Rutshuru, ainsi de suite,
toutes les organisations devraient déjà réfléchir sur le plan de contingence et le moyen de contingence. Donc, ce que ça veut dire, il faut intervenir immédiatement, au même moment que les besoins se posent et les gens sont dans cette vulnérabilité. C'est ça, Fernando Onkana. Alors que nous sommes en train de terminer, l'Europe se concentre à l'Ukraine. Il y a de moins en moins de fonds pour l'Afrique, notamment la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont réduit drastiquement leur soutien aux missions humanitaires. Et donc, il faudrait rester efficient et efficace dans la prise en charge et dans la dépense des moyens disponibles. Qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait avec les moyens du bord pour essayer de trouver des solutions urgentes aux problèmes qui se posent là-bas? Bon, ici, nous sommes à la fois en train de parler des secours et de l'aide. Donc, les populations maintenant là, ont besoin d'un secours. Les secours, ils s'amènent en urgence accélérée. L'évaluation dont on parle, c'est l'accélération accélérée, où on n'a pas encore la maîtrise des chiffres. D'ailleurs, c'est à ce moment qu'on parle des conflits des chiffres. Donc, on apporte d'abord, parce qu'il existe, les institutions spécialisées des Nations Unies ont des plans de contingence pour des interventions rapides. On est maintenant en train de parler, quand on parle de plan, c'est pour les interventions en termes d'aide, pour gérer les contributions permanentes annuelles. Mais ici, nous sommes en train de parler de dispatcher le secours, parce qu'il y a mort, les gens sont en train de mourir sur le terrain, il faut les accompagner rapidement pour sauver le maximum de vies. Et là, il existe dans ce qu'on appelle le triangle humanitaire. Et dans le triangle humanitaire, il y a les pouvoirs publics, il y a la société civile, il y a les partenaires internationaux, et c'est eux qui viennent en urgence. Et la société civile, justement, c'est pourquoi nous sommes organisés en comité de crise pour la paix, la sécurité et l'intervention humanitaire. Donc, c'est pour justement jouer ce rôle, c'est à nous de donner les chiffres, les besoins, les restes sur le plan de consolidation viendra avec des évaluations maintenant ciblées, structurées et bien organisées. Mais maintenant, on a l'impression que les Congos ne bénéficient pas de la sensibilité internationale de la même manière que les autres peuples. Quand il y avait l'urgence des Rwandais, quand ils ont fui les Rwandais vers le Congo, on regarde comment il y a eu déploiement, quand il y a eu des Burundais. Ce sont des expériences quand même de la région. On peut faire une lecture et faire une certaine comparaison. Donc, et actuellement, le pouvoir de notre gouvernement s'arrête dans l'espace que le gouvernement contrôle. Voilà, administre. Donc, l'autre partie du Congo qui est occupée, c'est là aussi qu'il y a des besoins humanitaires. Il y a des besoins humanitaires là-bas, mais c'est lui qui contrôle le Rwanda. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui va aller distribuer l'aide humanitaire. C'est là le rôle maintenant des Nations Unies. Donc, les Nations Unies, en dehors des aides bilatérales dont il parle là, la France peut distribuer à travers il y a la contribution aux Nations Unies, que les Nations Unies gèrent maintenant, redistribuent à travers ces instruments spécialisés. Et c'est là que nous demandons vraiment que tout le monde se mobilise, bien sûr, notre gouvernement, pour ce qu'il est capable de faire, qu'il le fasse. On a aujourd'hui l'instrument, la FONAREV, c'est déjà bien. Le ministère des Affaires sociales et humanitaires a, je m'imagine, des allocations budgétaires. C'est là l'occasion de montrer ce qu'ils sont capables. Sur l'assurance et la responsabilité du gouvernement, nous pouvons être sûrs que cette assurance est donnée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, mais qui rappelle aussi que pour les exactions commises, il y aura justement des responsabilités à établir et à assumer aussi. Oui. Nous allons suivre. C'est déjà bien, c'est déjà très important, parce que plus qu'avant, c'est la première fois que le gouvernement national
est en train d'intervenir, même sur le plan humanitaire. Ça, et maintenant, oui, pour les questions de justice, pour dissuader les autres, c'est un grand travail, c'est notre chantier. Merci, merci beaucoup, Jean Bosco Mouimeri. C'est la première fois que le gouvernement de la République intervient en cette matière. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ça s'est plus ou moins professionnalisé, la prise en charge des questions des contingences en cette situation de guerre. Je disais que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, rassure sur la responsabilité du gouvernement dans la prise en charge de ces questions, mais aussi sur la responsabilité de ceux qui sont coupables des exactions. Nous allons la suivre. Le premier message que nous avons, c'est un message d'un profond respect. Un profond respect vis-à-vis de nos compatriotes qui vivent et traversent des moments extrêmement pénibles, mais qui le font avec dignité, avec courage et avec résilience. Donc tout d'abord, nous exprimons notre respect. Nous exprimons aussi notre compassion, notre empathie pour toutes ces souffrances que ces populations sont en train de traverser, et ce, dans une situation où nous, en tant que gouvernement, voudrions être plus proches d'eux. Le troisième message, c'est que même si nous ne sommes pas physiquement à leur côté, nous les portons dans nos cœurs, nous les portons dans nos esprits tous les jours. Nous sommes aux côtés de la population de la population congolaise dans les zones occupées, et ceci est la première préoccupation de notre gouvernement. Nous ne ménageons aucun effort pour œuvrer vers une réunification rapide de notre territoire. Nous n'avons qu'un souhait, c'est d'être réunis avec nos frères et sœurs de l'Est. Et je vous dis que ce jour, chaque jour, nous nous en rapprochons de plus en plus. Nous sommes reconnaissants pour votre courage qui nous inspire, et nous allons continuer à œuvrer pour que ce jour. Christos. Jean Bosco disait tout à l'heure que c'est la première fois que le gouvernement de la République prenait avec autant de sérieux la question des réfugiés et des déplacés dans le pays. De votre point de vue, est-ce parce qu'il y a plus de moyens ou parce qu'il y a beaucoup plus de responsabilisation dans la gestion des questions de population? Je pense que ce n'est pas forcément une question de moyens. Mais c'est d'abord une question de responsabilité. Et donc c'est cette conscience-là que l'on a qu'en tant que responsable politique, nous avons la responsabilité d'apporter une aide, en tout cas en cas d'urgence. Nous sommes ces parents-là qui est censés venir au secours de ces enfants pour apporter les premiers soins, pour apporter le premier secours, mais tout en criant aux voisins, à l'aide, tout ça, au cas où la menace est tellement forte qu'il faudrait pouvoir avoir les autres. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. C'est vraiment dans la droite ligne de ce que je disais au début de l'émission et de ce qui a été fait au Parlement européen. Aujourd'hui, la stratégie nationale, je ne parlerai pas de la stratégie du gouvernement, parce que c'est vrai que c'est le gouvernement qui est en lead, mais il faut que tout le monde comprenne, y compris ceux-là qui ont pris les armes de l'ennemi pour nous agresser, c'est qu'il ne s'agit pas seulement du gouvernement, mais il s'agit de l'ensemble du peuple congolais qui se mobilise pour que cette guerre soit la dernière, pour qu'on ne parle plus de crise humanitaire. Ça peut être dû aux catastrophes naturelles, là on ne peut pas le contrôler, mais qu'on n'ait plus de crise due aux conflits armés. Et pour cela, il faudrait aller voir la racine. La racine du problème, c'est l'impunité. La racine du problème, c'est ces primes-là qu'on donne aux tueurs, à ceux-là qui violent nos mères, à ceux-là qui éventrent nos sœurs, à ceux-là qui jettent dans les rues des milliers et des milliers d'enfants congolais. Il faudrait que ceux-là qui sont responsables de ces crimes et responsables de cette crise humanitaire puissent répondre de leurs actes devant les juridictions. Et pour finir, je précise que cela n'est pas incompatible avec le dialogue, parce que le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé, c'est les mains ouvertes qu'il dirige le Congo.
pour dialoguer et avec les partenaires au niveau international, les États notamment, les partenaires au niveau régional. Il a même réconcilié l'Ouganda et le Rwanda lorsqu'il est arrivé. Mais il a aussi la main tendue, qui est la main de la République, pour dialoguer et parler avec tous les autres Congolais afin que nous puissions régler des problèmes dans le fond. Et donc, la justice n'est pas incompatible avec les dialogues. Nous allons parler entre nous, Congolais, pour résoudre cette situation de façon durable. Mais dans ces dialogues-là, tout le monde doit pouvoir répondre de ses actes. Christos, merci pour avoir répondu à notre invitation. J'ai craint fort que nous n'ayons pas le temps de... Non, mais il faudrait quand même que Jean Bosco Mouemeri dise en 30 secondes son dernier mot avant que nous concluions et Fernando Kana fera de même. Un dernier mot. Oui, je dirais seulement, quand je parle de pour la première fois, le gouvernement maintenant a la possibilité d'intervenir sur le plan humanitaire, c'est parce qu'il y a maintenant un instrument FONAREV. Parce qu'avant, le gouvernement pouvait sortir 1 million. On donne au ministre des Affaires sociales, va faire ceci. Mais aujourd'hui, qu'il y a un instrument permanent financé par les moyens de l'État, c'est bien et on en profite, c'est même heureux que ce soit FONAREV, parce qu'il doit aussi maintenant soutenir la documentation des crimes qui sont commis. Parce qu'il ne faudra pas qu'après, on reste là, comme ça. Cet argent que l'État est en train de dépenser, il y avait moyen de les dépenser pour à autre chose, à améliorer les conditions de vie de ces populations. Alors il faudra que le responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui paye demain pour qu'on rentre dans notre bourse ce qui avait été sorti. Sinon, je remercie tout le monde. Merci Jean Bosco Mouemeri et Fernando Kana. Merci. Donc pour moi, j'ai dit la crise est là-bas et puis c'est un problème de la patrie. Il faut la mobilisation de tout le monde. En dehors du gouvernement, c'est tout le monde qui doit mettre la main sur la pâte pour qu'on puisse faire face à cette crise. Et je suis en train de dire ici que l'intervention humanitaire, c'est une intervention pour sauver des vies. Mais l'idéal pour nous, c'est pour avoir la paix définitive. Donc, nous devons nous battre pour avoir la paix. Et utiliser tous les moyens qu'est-ce que je vais dire, de pression militaire, pression diplomatique, ainsi de suite, pour que nous puissions avoir la paix. Et que ces populations regagnent. Ce sont des main-d'œuvre. En fait, la production elle va baisser. Ceux qui produisaient à Luvungi, Bakobola, Bouguera, ainsi de suite, tous sont fuis. Tous sont fuis. Et ce serait aussi un problème très économique pour notre pays. Il faut mettre fin, il faut que nous puissions permettre à ce que cette population retourne. Et je vais vous dire, pour terminer, c'est pourquoi je reste toujours pessimiste dans mes analyses. C'est ici au mois de novembre que la communauté humanitaire l'OCHA avait lancé la première allocation de fonds humanitaires premier semestre 2026. Cet appel-là n'intègre pas ces données, les nouvelles données humanitaires. Et puis, la réponse, on a répondu à 30% par rapport aux besoins qui ont été exprimés. Bon, donc maintenant, les autres besoins seront répondus quand? C'est au deuxième semestre. C'est au deuxième semestre qu'on va répondre. Peut-être c'est après les évaluations, mais entre-temps, les conditions dans lesquelles se trouvent nos compatriotes sont vraiment vulnérables. Il y a une forte vulnérabilité. Donc, vous voyez ce que ça représente. Merci Fernando Kana pour ces analyses. Merci à Jean Bosco Mouemeri et à Christophe Mukendi pour avoir répondu à notre invitation. Nous allons terminer, mais avant, nous allons prendre cet extrait du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui met en garde contre la propagation des fausses informations, ce que nous appelons le poison rwandais, qui, dès qu'il vous est inoculé, vous travaillez contre la République sans en réalité le savoir. Nous allons suivre cet extrait et nous allons nous retrouver après. Nous, Congolais, soyons vigilants. Et je pense même qu'il faut aller jusqu'à dénoncer les comptes qui partagent les messages de nos agresseurs. Nous devons, nous, être en mesure
de partager les messages positifs, les messages d'encouragement, parce que comme nous le disons, nous sommes dans une guerre, il y a évidemment de batailles que nous pouvons perdre, mais cette guerre, nous allons la gagner. Et la meilleure réponse que nous pouvons donner à ceux qui nous agressent, c'est la réponse de l'unité. Et donc, lorsqu'on veut être patriote dans ces contextes, nous ne devons pas laisser le moindre espace à ceux qui sont complices. Ça veut dire que ces compatriotes qui parfois volontairement partagent le poison rwandais. C'est ce qui fait la force de l'armée numérique rwandaise. Le jour où tous les Congolais, nous allons décider, quel que soit notre positionnement politique, de ne plus relayer les messages qui viennent de comptes que nous avons déjà du reste identifiés, qui ne propagent que le mensonge, je pense que ces jours-là, nous aurons réalisé que nous avons fait d'énormes progrès et c'est pourquoi le président Kagame a perdu complètement sa sérénité. Le plaisir était pour nous. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette production. Je vous rappelle que vous avez suivi cette émission sur la radio-télévision nationale congolaise, mais vous pouvez la suivre aussi sur nos différentes plateformes. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite des programmes sur la télévision nationale.